Bonjour à tous, je suis Elisanda Jean-Claude, responsable du Fonds Diversité Belle Cause pour la cause. Je suis heureuse d'ouvrir la discussion aujourd'hui sur l'état de la santé mentale dans les communautés issues de la diversité, la résilience et le bien-être psychologique. 2020 nous aura appris plusieurs choses sur la santé mentale, les inégalités et l'injustice raciale. Des événements tragiques, pensons à George Floyd ou Joyce Echaquan, ont éveillé la conscience sur la nécessité de mieux comprendre la réalité vécue par les communautés de la diversité. En matière de santé mentale, cela signifie que nous devons unir nos forces pour faciliter l'accès à un soutien culturellement adapté. Je suis donc très fière de dire qu'hier, nous avons annoncé les nouveaux bénéficiaires du Fonds Diversité Belle Cause pour la cause. Plus de 1 million de dollars à 8 organismes. Ce fonds soutient la santé mentale et le bien-être des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada. Aujourd'hui, Belle présente cet événement qui s'inscrit complètement dans notre volonté de prendre des mesures significatives pour lutter contre les effets du racisme dans nos communautés. Aujourd'hui, vous aurez donc la chance de discuter avec des personnes ayant une expérience vécue et certains des meilleurs experts dans le domaine de la santé mentale spécialisés dans les communautés ethnoculturelles. Je tiens à remercier McGill et l'Hôpital général juif d'avoir collaboré dans l'organisation de cet important événement et à vous tous d'y participer. Finalement, n'oubliez pas que dans une semaine exactement, le 28 janvier, c'est la journée Belle Cause pour la cause. J'espère que tout le monde participera en appelant, en envoyant des SMS et en se joignant aux médias sociaux afin d'encourager les dons de Belle en faveur de la santé mentale. Je crois que nous sommes tous d'accord qu'en santé mentale, maintenant plus que jamais, chaque geste compte. Juste avant de passer la parole à nos panélistes, j'aimerais vous informer que ce webinaire sera enregistré. Je souhaite maintenant la bienvenue à notre modératrice, la Dr. Haïda Hassan, PhD, psychologue clinicienne et professeure de psychologie clinique à l'Université du Québec à Montréal. Elle est fondatrice et directrice du réseau des praticiens canadiens en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Elle est aussi co-titulaire de la chaire UNESCO-PREV et chercheur au sein de l'équipe Sherpa-RAPS du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Dr. Hassan a aussi plusieurs partenariats nationaux et internationaux de recherche, de pratiques cliniques et d'interventions communautaires. Ses activités cliniques et de recherche se concentrent sur l'interaction entre la culture, l'identité, la santé mentale et la violence parmi les groupes spécifiques étudiés. Sans plus tarder, Dr. Hassan, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup Elisanda pour cette introduction, de faire en sorte que je fais partie de ce merveilleux événement. Bienvenue à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement important et d'actualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais présenter mes chers panélistes que vous voyez devant vous. Je vais vous décrire un peu leur bio, leur parcours et je vais leur poser une première question, par la suite une deuxième question. Mais peut-être avant de commencer à présenter les chers panélistes, j'aimerais faire une reconnaissance. Cet événement aujourd'hui est co-organisé donc par la Fondation Bell et l'Université McGill, qui est située sur le territoire traditionnel des peuples Kanien'kehá:ka. Nous reconnaissons et respectons les nations Kanien'kehá:ka et Anishinaabe en tant que gardiens traditionnels des terres et des eaux sur lesquelles nous nous rencontrons aujourd'hui. Je vais simplement présenter Arlène, je vais présenter nos panélistes aujourd'hui. Donc, Dr. Arlène Laliberté, PhD, est une Anishinaabe de la Première Nation de Témiscamingue. Arlène a travaillé avec plusieurs communautés autochtones sur des projets de recherche-action participative communautaire qui visent à soutenir l'autonomisation, l'équité en matière de santé et de bien-être et prévenir le suicide dans les communautés. Elle adopte toujours une approche de responsabilisation pour la guérison et le rétablissement dans l'esprit et le respect, façon de savoir d'être et de faire des autochtones.
Depuis 2014, elle offre des services psychologiques cliniques aux membres des Premières Nations de Témiscamingue. Arlène œuvre auprès d'individus, de familles, de groupes et aussi auprès d'organismes de santé et de bien-être en anglais et en français. Nous avons également le grand plaisir d'accueillir Madame Régine Tardieu-Berthaud, PhD, qui est psychologue clinicienne, membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 2009. Elle est également chargée de cours, superviseure de stage clinique à l'Université de Montréal et écrit plusieurs livres psychoéducatifs pour les enfants. Elle est membre fondatrice et présidente du collectif pour l'approche transculturelle, collectif très important depuis 2014. Elle travaille comme ethnothérapeute à la clinique pédiatrique transculturelle de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et elle donne une opportunité, au fait, son travail quotidien consiste à se rapprocher de nombreuses communautés ethniques vivant à Montréal, de mieux les connaître. Dans son parcours, elle a animé différents ateliers, publié des articles, des livres, participe à des émissions radio, télé, et puis certaines causes lui tiennent particulièrement à cœur, celle des femmes, pour lesquelles elle souhaite une plus grande égalité dans le monde, celle des immigrants et des minorités, qu'ils puissent vivre dans un monde plus juste et plus tolérant. Et puis notre troisième panéliste aujourd'hui, je pense pas qu'il a besoin de présentation, mais je vais le faire quand même. Monsieur Michel Bambara, originaire du Rwanda, est un humoriste né réfugié au Burundi. Il migre avec sa famille à Québec en 90 et ne cesse d'épater les foules avec son apprentissage de la vie nord-américaine, les fresques urbaines de son arrivée au Québec et de ses mésaventures, ainsi que, durant son parcours, un diagnostic de problèmes de santé mentale. Dès 2000 d'ailleurs, il présente son premier one-man show, Il y a trop de blancs au Québec, qui connut un énorme succès. Nommé blanc, ça reste. Je parle de la neige. Hein. Le blanc, je ne parle pas des gens, je parle de la neige, OK? Il est lauréat à la TISC d'ailleurs, du prix Félix, meilleur spectacle d'humour de l'année 2001. Depuis, il est extrêmement actif, tant dans l'univers du cinéma, des festivals et conférencier dans des milieux scolaires, des entreprises, des organismes à travers le Québec, afin de sensibiliser le public à propos des sujets liés aux questions de santé mentale. Ce sujet, d'ailleurs, en 2011, et pour la première journée de Belle Cause pour la cause, il devient porte-parole d'une campagne nationale de sensibilisation venant en aide aux organismes qui s'occupent des personnes aux prises avec des troubles de santé mentale. Donc, chers panélistes, j'ai une première question à vous poser et je vous donne à peu près 5 minutes. Chacune pour y répondre. Peut-être on pourrait commencer par vous, Arlène. La première question, c'est en vous basant sur vos expériences auprès des personnes, des communautés auprès desquelles vous travaillez, quels seraient selon vous les principaux défis auxquels, en termes de santé mentale et de bien-être psychosocial, auxquels ces individus et ces personnes sont confrontés? Le plancher est à vous. Merci beaucoup, Raïda. Et merci aux autres panélistes. Merci aux participants qui sont avec nous aujourd'hui. C'est sûr qu'en milieu autochtone, on ne peut pas passer à côté de l'expérience de colonisation qui a affecté grandement et qui affecte toujours la santé mentale des personnes, le bien-être des personnes autochtones. Et puis ça, c'est pas juste au Canada, mais c'est aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On a des expériences différentes, mais similaires, avec des effets qui sont également similaires. Donc, l'oppression se continue. On pense que c'est de l'histoire ancienne, mais malheureusement, l'acte de l'Amérique du Nord britannique, bon, je n'entrerai pas trop là, dans l'histoire, mais on sait que, par exemple, on a parlé beaucoup de l'histoire des pensionnats, mais on pense que c'était au début de la colonisation, mais le dernier pensionnat autochtone, ou pensionnat indien, disons-le, a fermé ses portes en 1996. Donc, c'est vraiment une histoire qui est récente. L'oppression se continue et puis on voit les effets des politiques d'assimilation, de l'oppression dans les statistiques
de santé ou au niveau là, des déterminants sociaux de la santé mentale, comme si on pense notamment que les hommes autochtones au Canada représentent, je crois, c'est 1 ou 3 % de la population, alors que parmi les hommes incarcérés, ils représentent 25 % des hommes incarcérés au Canada. Donc, il y a une surreprésentation des Autochtones au niveau du système de justice, par exemple, dans les statistiques au niveau du suicide, les femmes qui sont victimes de violences. Donc, il y a énormément de défis qui affectent grandement les communautés. Et au cœur de ces défis, je crois que l'identité qui est définie par le gouvernement. Donc, un exemple, quand je dis que la colonisation, c'est pas de l'histoire ancienne, bon, je suis dans la début quarantaine, et puis, je veux dire, j'ai toujours été une femme autochtone, mais je suis indienne depuis 1986. Donc, dans le fond, c'est que moi, je suis née d'une mère autochtone et d'un père québécois. Mais à l'époque, vu que c'est le gouvernement qui décide qui est un Indien, les femmes autochtones qui épousaient un non-autochtone ou un non-indien perdaient leur statut indien aux yeux du gouvernement. Donc, ça, ça entraîne... Le gouvernement, pas provincial, non, non. Le gouvernement fédéral. Fédéral, Oui, excusez-moi. le gouvernement fédéral, exactement. Donc, tu n'es plus reconnu comme indien. Alors, tu n'as pas le droit d'habiter sur la réserve. Donc, tu n'as pas le droit d'être dans la communauté de laquelle tu es. J'ai appris même que ça devient raciste, même dans la communauté, tu n'es pas accepté. Tu sais, quand tu te maries avec un blanc, ça, on te chasse quasiment. Justement, ça, c'est un autre point au niveau de la violence latérale, qui est une autre expression de l'oppression. Puis on ne le voit pas seulement dans les communautés autochtones, mais dans toutes les structures où il y a une hiérarchie et une grande inégalité de pouvoir, comme parmi les infirmières, par exemple. Donc, justement, au niveau de la violence latérale, c'est dans une situation où il y a un groupe qui détient le pouvoir et qui vont opprimer, dans le fond, d'autres groupes qui ont moins de pouvoir. Donc, dans la situation des communautés autochtones, par exemple, c'est tout le monde qui est opprimé, donc le pouvoir qu'on croit pouvoir atteindre est celui du voisin, dans le fond. Donc, on se retrouve dans une lutte de pouvoir, mais qui est artificielle, parce qu'il faut, dans le fond, regarder au niveau des politiques, au niveau de la hiérarchie, de la structure comme telle, pour changer la situation. Donc, c'est pas en blâmant notre voisin parce que lui a un travail alors que nous, on n'en a pas, par exemple. C'est pas ça qui va aider, là, mais c'est ça qu'on vit dans les communautés. Il y a aussi le fait de la surpopulation des logements. Donc, ça aussi, c'est un autre grand déterminant social de la santé mentale qui affecte énormément dans les communautés autochtones. On pense seulement au stress que ça peut engendrer. Comment vous les ressentez, ces conséquences auprès des populations, justement? Comment est-ce que vous pensez qu'elles s'expriment, ces conséquences d'oppression? Peut-être Arlène et Régine, vous pourrez nous en parler un peu. Comme je disais, la violence latérale, c'est un énorme facteur qui rend le défi du bien-être individuel beaucoup plus grand. Donc, si on a, par exemple, les gens sont en survie, on peut y penser comme ça. Donc, quand tu survis, tu ne penses qu'à survivre. Il n'y a pas beaucoup de place pour l'épanouissement, il n'y a pas beaucoup de place pour la réflexion de sa situation. Puis, on a l'impression que c'est plus la vie qui nous mène au lieu que nous menons notre vie. Donc, et puis l'injustice, bon, le racisme systémique, ces injustices font violence à l'individu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est bon, les effets du trauma, le trauma intergénérationnel également, qui est un effet là, qui est important. Puis comme je disais tout à l'heure, la colonisation, l'assimilation, ça a touché le cœur
des individus, l'identité. Alors, pour les jeunes, le défi est encore plus grand. Donc, on sait que l'adolescence, c'est un moment d'ébullition, un moment de découverte de soi, mais pour un jeune autochtone, ils ont tous les mêmes défis de cette étape de la vie, mais en plus, avec ce besoin, dans le fond, de se retrouver, mais dans deux cultures, avec deux scripts totalement différents. Donc, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais heureusement, puis ça, on va en venir après, là, il y a énormément de résilience dans les communautés, et puis j'en La parle. question que je posais, les communautés, est-ce que c'est dans les réserves? C'est Pas écrit tout le monde. Donc, au fait, Pas écrit tout le monde. Oui, il y a dans les réserves, exactement, mais il y a aussi 50% de la population autochtone qui se retrouve en milieu urbain. Donc, c'est Montréal, Québec, urbain. La Tuque, Val-d'Or, par exemple, juste pour regarder au Québec. Oui, exactement. Donc, puis là, ça apporte aussi des défis différents. La solitude, l'aliénation, donc, parce que dans les communautés, au moins, même quand ça va pas bien, les gens vont quand même se tenir. Une petite parenthèse, j'ai eu la chance de visiter Mayotenam à cette île. Et là, c'est des gens qui se tiennent, mais ce qui m'a dérangé pour le gouvernement, il n'y a pas d'arbres, pas de bibliothèque. Ils m'ont invité pendant le festival à Inukamud, c'est déjà extraordinaire. Et j'ai vu les ressources qui manquaient, les gens se tiennent, on essaie d'empêcher les gens de boire, mais ce que j'ai vu, c'est des trucs de réserve, mettre dans un endroit comme si c'était un désert. Alors, Oui. il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a rien. On vous jette là, tout ça, c'était quelque chose, c'est une violence. Quelque part, vraiment, c'est... Tu poses une question très importante là, Michel, sur la question de la gestion urbaine de l'environnement et comment elle peut directement contribuer au fait à la santé, au bien-être des populations. Merci Arlène, vraiment ça donne une très bonne idée de la complexité des enjeux historiques, de rappeler à quel point la colonisation est encore aujourd'hui présente. Ce n'est pas quelque chose du passé, et même si c'est quelque chose du passé, les séquelles continuent à être ressenties aujourd'hui. Régine, Arlène a parlé de son expérience par rapport aux communautés autochtones. Est-ce que vous voyez des aspects communs dans ce qu'elle a rapporté par rapport aux communautés auprès desquelles vous travaillez? Oui, tout à fait. Tout ce qu'elle a nommé, c'est vraiment, ça se ressemble en beaucoup de points. Et ça amène à deux points dont je voulais parler. C'est que il y a un tabou qui va se créer autour de la question de la santé mentale où c'est une affaire de blanc. Donc, nous, on ne veut pas en parler. Et donc ça va être un problème justement parce que les gens vont se priver de la possibilité d'aller demander de l'aide. Et aussi l'autre côté, c'est le manque de formation adaptée à justement des populations qui vivent des situations qui sont particulières. Et si je prends par exemple les immigrants, combien de fois j'ai pas eu des personnes qui disaient bon, j'ai vu un psychologue ou j'ai eu un intervenant, il était bien gentil, il voulait m'aider, mais il comprenait pas ma situation, ou bien il m'a jamais posé de questions sur le fait est-ce que tu as jamais été discriminé dans ta vie, est-ce que ça a eu un impact dans ton quotidien, dans tes choix. Donc il y a cet aspect de formation aussi qui est, à mon avis, vraiment crucial. Ça ne peut pas être une formation optionnelle parce que certaines personnes ont décidé qu'elles trouvaient ça intéressant et d'aller avoir cette compétence culturelle, mais ça devrait être vraiment mis dans le parcours académique des intervenants. Rien que, par exemple, penser à la question de la langue. Quelqu'un qui ne parle pas la langue, comment est-ce qu'elle va aller chercher de l'aide, même si on l'encourage à aller chercher de l'aide, mais si elle ne trouve pas une ressource dans sa langue maternelle, ou qu'un intervenant puisse travailler avec un interprète médiateur culturel
ça existe. Et l'interprète médiateur culturel, je le précise, c'est pas juste la traduction des mots, mais c'est aussi apporter un éclairage sur la culture, sur comprendre des choses qui ne sont pas dites nécessairement. Je pense par exemple dans l'alliance thérapeutique. Donc, lors d'une rencontre, quelqu'un peut faire un bruit quelconque avec sa gorge et si la personne n'est pas sensible à cet élément culturel, eh ben, elle va passer complètement à côté du fait que là, elle vient de perdre son client ou sa cliente avec ce petit témoignage de je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je ne dis rien. Donc, moi, je pense que moi, je mettrais aussi beaucoup l'accent sur la formation pour arriver vraiment à comprendre. Et on ne peut aider les personnes que quand on comprend réellement ce qu'elles vivent, quand elles sont capables d'exprimer librement ce qu'elles vivent, parce que il y a aussi cet aspect tantôt, on disait en rigolant, j'entends des voix, mais ça se peut que quelqu'un dise, ben moi j'entends des voix ou j'ai mes ancêtres qui viennent me parler. Et si quelqu'un n'a pas cette sensibilité culturelle, elle va automatiquement psychiatriser, penser que c'est une psychose, quelque chose comme ça. Mais alors que traditionnellement, culturellement, ça peut être quelque chose de tout à fait commun dans la culture. Donc ça risque d'amener à des diagnostics et des prises en charge qui sont tout à fait inadéquates. Alors, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Puis moi, j'en fais vraiment mon cheval de bataille. Quand je travaille avec mes étudiants, j'apporte toujours cet aspect culturel. Et souvent, ils disent, j'en reviens pas comment j'étais ignorant ou ignorante de toutes ces choses-là, mais c'est passionnant. Je m'intéresse. Donc, je pense qu'il faut donner la possibilité d'avoir l'accès et pour les intervenants et donc pour les communautés qui ont des situations quand même particulières. Merci Régine, et de rappeler au fait le délicat équilibre, et non pas le délicat équilibre, mais la nécessité finalement que nos intervenants et nos institutions deviennent sécures sur le plan culturel et compétentes sur le plan culturel et qu'elles portent en elles la question de la diversité culturelle, à la fois pour ne pas opprimer davantage et violenter, au fait, une intervention non nécessaire, un diagnostic non nécessaire est une violence, mais pour ne pas justement négliger le fait que des communautés rencontrent des problématiques particulières. Vous avez toutes les deux parlé de racisme et de discrimination et c'est étrange au fait que c'est si peu négligé lorsqu'on sait que les recherches démontrent à quel point le racisme et la discrimination sont associés aux problèmes de santé mentale, la dépression, l'anxiété, etc. Et puis peut-être justement, Michel, vous avez une expérience vécue à nous partager, la parole est à vous, à nous partager avec ça, non seulement par rapport à ce qui est vécu, mais aussi par rapport à la réponse du système de soins et de système d'aide. Donc, En fait, je suis honoré. Maintenant, lorsque ça peut paraître étonnant en humoriste qui parle de santé mentale. Mais moi, je ne suis pas ici en tant que spécialiste comme vous, les gens qui l'ont bien exprimé, mais je suis ici en tant que membre VIP. Bon, je profite de la présence des spécialistes de la santé mentale dans ce webinaire pour exposer mon trouble identitaire. Comme vous le voyez, c'est marqué, mon nom est Michel Mambara. Or, depuis 30 ans que je vis au Canada, j'ai dû épeler mon nom tellement souvent, j'ai l'impression que mon identité a changé. Si un immigrant, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? D'ailleurs, l'autre fois, je vous allais renouveler mon passeport. Le commis me demande, nom de famille, s'il vous plaît. Pour ne pas le faire perdre son temps, je lui ai dit, mon nom est M-P-A-M-B-A-R-A. Le commis me dit, parfait. Puis comment tu appelles ça? Les gens me disent souvent, hey, Bamboula, Bamboula. Ça, comment tu ne vois plus? Parce que j'étais humoriste, on me voyait comme ça. Ça, comment tu ne vois plus? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça, on ne voit plus? Pourtant, je suis une minorité visible. C'est vrai qu'on ne me voit pas parce que je suis parti en voyage vers l'Afrique. Ensuite, je suis allé en Asie. Non, pas en Asie. En asile psychiatrique. Ceux qui ne connaissent pas l'asile, c'est comme un genre de bed and breakfast ou Airbnb, tout compris. Sauf que j'ai pas tout compris. Quand mon psychiatre m'a annoncé que je suis bipolaire, moi, j'ai compris, bien populaire. Je me suis dit, ben oui, je suis bien populaire, je ne savais pas d'une maladie. Vous savez, il me dit, Michel, tu es bipolaire. Hein?
Moi, je suis bipolaire. Aïe, 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 c'est cool. J'ai attrapé une maladie de blanc. Ça, ce qui m'écoute, c'est ce qu'on appelle l'intégration au Québec. Sinon, si vous voulez savoir les défis qu'on peut avoir, je ne sais pas, je vais y répondre. Par rapport au racisme, je me suis déjà fait arrêter par la police pour excès de vitesse, alors que j'étais à pied. En fait, c'était ma faute, c'est parce que je courais avec un sac. Un noir qui court avec un sac, c'est la provocation policière. La police pense que c'est un sac volé. C'est un arabe qui court avec un sac, oh, on va arrêter le permis, on va penser qu'il va prendre une bombe. Bon, alors que quand c'est un blanc qui court avec un sac, on pense que le gars fait du crossfit. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, je voulais faire rire par rapport à ça. Merci Michel. Ben, au fait, vous savez, l'humour est une des façons les plus percutantes de faire passer des messages qui sont très forts. Et je pense qu'on a saisi très bien vos messages très puissants, Merci. non seulement sur la question du racisme et des difficultés d'intégration, sur la question de la santé mentale, sur la question de la manière dont on est accueilli à l'intérieur des institutions et mal compris, au fait. Donc, c'est vraiment très, très, très éloquent. Et je reviens à vous trois. Je vous laisse un peu, une bonne dizaine de minutes à discuter comme ça, librement, entre vous pour... On a parlé des défis, on a parlé des problématiques de santé mentale. J'aimerais peut-être une dizaine de minutes parce qu'au fait, on a reçu aussi beaucoup de questions de la part du public et j'aimerais aussi vous en poser ces questions-là. Mais peut-être avant, qu'est-ce que vous pourrez donner si chacun et chacune de vous peut donner 2, 3 conseils qui pourraient permettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui de prendre soin de leur santé mentale, de prendre Je vais en premier. C'est les spécialistes, mais ça fait. Mais moi, je parle de ce que je vis. Parce que les spécialistes vous donnent des médicaments, ils vous disent des trucs. Mais moi, je suis en tant que malade mental, qu'est-ce qui me fait du bien? C'est bon, non? OK. Ma technique, j'appelle ma technique YNCA. YNCA. Sincèrement, ce que je fais, le yoga natation, le côté physique. Parce que la santé mentale, c'est notre cerveau. Le yoga natation, il y en a qui aiment faire aller au gym, tout ça. Je découvre un endroit, Moksha Yoga, Modo Yoga, qui me laisse aller faire du yoga gratuitement, chaud. Et là, à cause de la COVID, je ne peux pas le faire. Je pouvais faire la natation, c'est bloqué. Donc, je dis, ma santé mentale n'est pas vraiment bien parce que mon côté physique n'est pas. Là, je peux dire YN. Après ça, SCE. YNCC, ça s'appelle la créativité et la communication. C'est se réaliser. Pouvoir faire, le fait que je vous parle maintenant, ça me fait du bien. Souvent, les gens disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu comprends? Tu sais, c'est ça. Ce qu'on fait dans la vie, c'est notre identité. Nous autres, les immigrants, les autochtones, on nous met de côté tabarnouche. Là, je vous dis, écoute, si vous voulez vraiment nous aider, permettez-nous de nous réaliser, on va être bien, on va pouvoir payer tu sais, on va pas survivre, on va pouvoir payer nos dettes tabarnouche. Et la dernière chose que je veux, qui est amitié. Avoir des amis, tu vois, quand un noir qui est tout seul, là, il est déstabilisé. Avoir des amis, c'est des contacts, ça nous permet de se sentir à l'aise. Et l'amour, mais l'amour, on ne peut pas tout le contrôler, mais quand on a l'amour, il faut être complet. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie. Pour moi, j'ai été en thérapie. Donc, comme je répète, moi, mes conseils, c'est le sport, l'ONC, et la communication, la créativité, et pouvoir avoir des amis. Khaïda, si je peux rebondir sur ce que dit Michel, moi j'aimerais bien reprendre ce dernier point, amitié. Souvent, ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont un problème ont des réticences à aller consulter, à aller parler de leurs difficultés. Et moi, je les encourage toujours vraiment à essayer, appeler quelqu'un, appeler un ami pour en parler et essayer de trouver des solutions. Mais aussi, ce qui est important, et je prends toujours l'autre côté finalement, c'est que il faut aussi que ses amis, ses membres de la famille sachent accueillir ces personnes-là. Donc, trop souvent, moi, ce que j'entends, c'est des gens qui disent « Ah, mais j'ai pas consulté parce que j'ai eu peur qu'on me prenne pour faible »
ou bien j'ai peur d'attirer le mauvais œil, la malédiction sur ma famille. Euh, donc, il va y avoir beaucoup de peur, de crainte autour du fait de parler d'un problème qu'on peut être en train de vivre. Alors, j'ai envie de dire de grâce, si quelqu'un vient vous dire qu'il ne va pas bien, qu'elle ne va pas bien, ne dites rien. Écoutez, écoutez la personne. Dites-lui peut-être, je ne comprends pas tout à fait ce que tu m'expliques. Je ne comprends pas tout à fait bien ou je ne sais pas trop comment t'aider, mais je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Parle-moi. On va chercher ensemble des solutions. On va arriver à trouver quelque chose qui te convienne et tu peux compter sur moi. Mais dire à la personne, tu es forte, sois Capable. ferme, tu vas être capable. Souvent, j'entends ça pour surtout les femmes afrodescendantes avec ce mythe de la femme noire forte qui, elles, ne vont pas consulter pour elles, mais elles sont là pour tout le monde. Elles sont là pour les amis, pour les parents, pour leurs enfants, leurs conjoints, puis elles en prennent sur leur dos, mais finalement, elles sont en train de crouler et personne ne va aller leur dire, hé, ma soeur, qu'est-ce qui se passe là? Je trouve que ça va pas trop bien. Et de vraiment prendre le temps de les écouter. Donc, il faut se rendre compte que la parole, et comme tu disais tantôt, Haïda, la parole a vraiment le pouvoir de changer les gens. Et donc, le choix des mots va avoir un impact sur les individus. Donc, il ne faut pas prendre à la légère lorsque quelqu'un fait une demande. Il faut choisir les mots qu'on va lui dire. On peut ne pas être capable, mais on peut aller chercher avec cette personne-là. Donc, c'est ce que je dirais comme conseil plus à l'entourage, de ne pas renforcer les tabous et les stéréotypes, mais au contraire d'avoir une ouverture et une grande écoute. Ben moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je trouve ça extraordinaire. Je pense, Michel, il y a un livre là-dedans, là, YNCA. Je trouvais ça vraiment. Ça a l'air Merci, farfelu, merci. mais c'est extraordinaire. Et Ouais. puis, bon, des conseils, oui, être à l'écoute des autres, mais aussi être à l'écoute de soi. Donc, moi, je vais conseiller souvent à mes clients, par exemple, si une personne, justement, tu sais, on va juger, ah, je suis faible, je suis pas capable, mais si c'est un ami qui venait te voir avec un peu le même problème, est-ce que tu l'accueillerais avec autant de jugement, autant de négativité? Ben non, hein, c'est mon ami, je serais là, je l'écouterais, j'essaierais de l'aider. Alors pourquoi que si c'est toi, c'est on se frappe sur la tête? Donc, c'est d'être be kind to yourself. Donc, être doux avec soi-même. Si on a tu sais, justement, des fois, le dialogue interne va être, ah, ben là, bon, la COVID, je sors pas, j'ai pris du poids. Bon, on va dire que la caméra met 10 livres, là, mais je suis dépassée ça, là, je suis dépassée ça. C'est de s'accueillir soi-même avec plus de compassion aussi. Puis si on a de la difficulté, justement, comme disait Régine, c'est de choisir les personnes à qui on va se confier. Et puis, de savoir que ces personnes-là vont bien nous accueillir, qu'on peut leur dire n'importe quoi. Et puis, bon, je trouve ça un petit peu drôle parce que, bon, j'ai des amis qui m'appellent pour avoir des conseils, mais c'est juste dans certaines circonstances parce qu'ils me connaissent. Puis moi, je vais dire, ben vas-y, fonce, t'es capable. Tu sais, je veux dire, il n'y en a pas de limite, là. C'est ça que tu veux faire, fais-le. Mais c'est moi qui t'ai appelé. Donc, tu sais, moi, qu'est-ce que je vais te dire. Si tu voulais avoir plus de t'aurais appelé ton autre ami qui est plus cautious, tu sais, qui fait plus attention. Donc, c'est vraiment justement de bien s'entourer, puis de célébrer nos différences. Donc, justement, tu sais, de savoir que si j'appelle une telle amie, je vais avoir ce type de conseil versus l'autre qui va me dire, ah ben Arlene, sois un petit peu plus prudente. Mais moi, je suis pas une personne prudente, alors c'est sûr que... Wow, Arlène, ça veut Oui, dire que tu as tellement de choix d'amis. Waouh, chanceuse d'avoir tellement de choix d'amis. je suis extrêmement chanceuse. J'en Oui, ai mais ça, cinq. c'est ça, c'est un privilège. Ah, donc, le fait de ne pas avoir des... Parce qu'il y a des trucs, des défis. Quand tu es immigrant, tu arrives ici,
tu n'as plus ta famille, tu n'as plus ton réseau. Donc, l'une des choses que je remercie cette initiative de Belle, de pouvoir mettre, moi-même, j'aurais été tout seul sans parler. Donc, l'une des choses, le fait de pouvoir en parler. D'ailleurs, le fait d'être bipolaire, moi je ne savais pas que avant c'est bipolaire, on m'avait sur les affiches de Belle, il y a un immigré qui est venu me voir, il m'a dit, c'est l'ignorance, il m'a dit, ah, tu travailles, tu as étudié en quoi pour devenir bipolaire? C'est quoi ça gagne bipolaire par année? Parce que c'est un métier, tu comprends? Ça a l'air cool, tu comprends? Donc l'ignorance, ne pas savoir, c'est des ressources, tu comprends? Même le fait même de se faire soigner, on ne sait pas qu'on peut aller voir quelqu'un et dire, à un moment donné, on va payer cette affaire-là. Donc, le fait de juste de jaser ensemble, se faire des amis. J'espère qu'on va être des amis. Tu vois, on a été pendant quelques instants, 1 heure, des amis. Tu vois? Mais après ça, vous allez me laisser, je me mets tout seul, je monte comme Corneille. Et l'une des choses que j'aurais voulu faire, c'est que ça ne se fait pas tout seul. Tu comprends? La santé mentale, on a beau, je te le jure, dire, ouais, je me lève, oui, aujourd'hui, je me tiens, mais sincèrement, non, 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 non. Dans ma culture, ça ne se fait pas tout seul. On vit en communauté. Donc, l'une des choses les plus importantes, ça s'appelle la reconnaissance. Quelqu'un qui a, j'allais finir là-dessus, tu sais, je ne le disais pas pour rien. Quelqu'un qui a un bon diplôme, là, il ne veut pas être comme un ingénieur chauffeur de taxi. Ça, c'est rare que tu verras un Québécois ingénieur chauffeur de taxi. Mais là, tu verras les immigrants. Moi, reconnais-nous dans notre capacité. Tu sais, ne nous prenez pas pour... Je viens de travailler 6 mois dans la CHSD. Il y a un Québécois qui a dit, comment ça se fait que c'est juste des immigrants qui travaillent là, avec des diplômes? C'est des jobs que les Québécois ne font pas faire. Okay? Moi, je suis un Québécois de 30 ans. Reconnaissez-nous comme des Québécois. Okay? Même si je suis immigrant. Et là, avant tout, les Amérindiens, c'est pour ça que j'ai dit quoi. Quand on me dit d'être moi-même, c'est dire, quelque part, si on me frappe, je crie. Tu comprends? Moi, je suis arrivé avec les Amérindiens. C'est important, Michel, ce que tu dis, au fait, ce que vous dites, je vais y accrocher, c'est pas du tout pour vous interrompre, parce que, Michel, vous avez inclus dans les questions des spectateurs et vous l'avez amené. C'est-à-dire, vous trois, vous dites, la santé mentale, c'est pas quelque chose là qui bouge pas dans le temps. C'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours, un peu comme une plante. Hein. Si on a une petite plante là, puis on n'en prend pas soin pendant des semaines, tout d'un coup, on lui donne de l'eau, on lui donne de l'engrais, elle va pas plus fonctionner. Donc, ce que vous dites tous, un peu à travers votre magnifique YMCA, Michel, Arlène, Régine, la question de parler, la question de bouger, de prendre soin de son corps, de s'écouter, d'être bienveillant envers soi-même, la question de la créativité, l'amitié. Michel, et vous trois, au fait, parmi les questions des personnes, d'ailleurs que je remercie, qui ont pris le temps de nous envoyer des questions, il y en avait beaucoup, ça a été un choix difficile d'en choisir, mais j'ai dû faire ce choix-là. Plusieurs rapportaient la question de l'isolement. La question de l'isolement, oui, bien sûr, en ce moment, elle est exacerbée dans ce temps très particulier de Covid, mais aussi en général, lorsqu'on est une personne immigrante, lorsqu'on est une personne non immigrante, mais vulnérable pour X, Y raisons, économiquement, physiquement, en termes de santé physique, beaucoup de personnes vous demandent, au fait, comment est-ce qu'on peut faire, justement, pour faire ces amitiés dont vous parlez, pour sortir de cet isolement, pour rejoindre, pour se rebâtir ce village-là, cette communauté-là, Michel, dont vous parlez. Avez-vous des idées, avez-vous des conseils à donner aux gens pour sortir de l'isolement ou encore pour mieux tolérer cet isolement-là? Et après ça, j'ai une autre question, c'est comment est-ce qu'en lien avec ça, les personnes peuvent surmonter les barrières pour accéder aux soins, pour accéder à de l'aide? Cette affaire-là, si je vous dis, oui, l'isolement fait ça, mais c'est le système. Le système, ça dépend de l'endroit dans lequel on vit. Ce n'est pas à nous. On va demander à Legault, on va demander à Trudeau. Le système peut nous ouvrir, pas nous isoler. Tu vois? Moi, justement, je me plains de cet isolement. Ce n'est pas naturel. L'isolement crée un problème de santé mentale. Souvent, on ne demande pas, moi, dans ma communauté, ce n'est pas comment je me sens, comment la communauté se sent. Si je n'ai pas de communauté, donc, présentement, ma santé mentale est fragile, due à l'isolement. Et je ne dirais pas que comment réagir à ça. C'est la communauté, c'est ensemble qu'on doit le faire. C'est vraiment ça en disant,
Et en haut, il y a une manière, seulement c'est parce qu'il y en a que ça aide à isoler les gens, parce que c'est divisé, c'est pour régner. Il y a plus de problèmes, il y a plus de trucs, chacun son frigidaire, tu comprends, plus de consommation. Si on était ensemble, il y aura moins de consommation. Ça aide dans le système. Donc, en quelque part, c'est pas à nous de régler, il y a un problème quelque part. Puis ça, c'est la première chose. Puis l'autre affaire, là, c'est à vous de le faire. C'était quoi? Allez, Arlène, ouais. allez consulter. Ça, je suis immigrant. Demandez aux spécialistes. Allez-y. Bon, Michel, vous remettez en question l'ordre des choses et vous redonnez la responsabilité aux institutions, au gouvernement. Régine Arlène, dans le quotidien, si on ne peut pas révolutionner le monde demain, même s'il le faut, dans le quotidien, qu'est-ce que vous conseillerez au fait aux personnes, et particulièrement cette question de l'isolement, mais je veux aussi ajouter une autre question dans les petites 5 minutes qui nous restent, les jeunes, les 12-25 ans, c'est nos ados et nos jeunes adultes. Comment est-ce qu'on s'occupe mieux de leurs besoins? Je pense que le problème un des grands problèmes avec l'isolement, c'est que se rassembler, s'unir, donne un sens. Tout seul, dans la forêt, ma vie, pour moi, ferait pas de sens. Tu sais, je veux dire, on vit pour nous, mais on est en lien avec notre famille, nos ancêtres, nos enfants, les 7 générations à venir, par exemple, pour les Autochtones. Donc, c'est sûr que le fait d'être en communauté, de se rassembler, on partage un repas, c'est très social, c'est sensuel en quelque part. Donc, le problème, c'est justement ce manque de connexion. Puis ça peut apporter un vide. Mais je pense qu'au niveau, on est seul, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux seul? C'est justement trouver qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. La lecture. La lecture. Tu peux lire seul. La lecture est quelque chose qui sauve. C'est extraordinaire. On peut voyager sans sortir de notre lit. Là, moi, je trouve ça, ça paraît, là, je trouve ça extraordinaire. Mais, il y a des idées, ça nous stimule. Donc, c'est de trouver quelque chose qui nous anime, qui nous apporte ce sens-là, qui nous apporte une reconnaissance, une validation et le pratiquer. Trouver ce qui nous fait du bien et le faire plus souvent. Bon, je me suis mis au crochet. Un exemple. Merci Arlène. Régine, avez-vous des idées sur retrouver, regrouper, soit pour cuisiner ou bien en faisant du bénévolat? Ça crée une certaine cohésion, donc on recrée un groupe qui est un groupe sur lequel on peut se reposer, s'appuyer, recréer une espèce de grande famille. Mais je voudrais dire aussi que parfois pour des personnes, c'est vraiment difficile d'aller vers les autres. Et je dis aussi, vous n'êtes pas obligé de crier sur tous les toits que vous allez consulter. Vous pouvez consulter très simplement, surtout maintenant avec l'utilisation des médias, donc des vidéoconférences par exemple. Quelqu'un peut très bien consulter simplement un psychologue, un travailleur social, peu importe, mais ne pas être obligé justement de faire face à toutes ces craintes d'être jugé par rapport à un problème de santé mentale. Et ce sera au thérapeute d'aider cette personne à retisser des liens et d'aller identifier des personnes avec qui elle peut avoir des échanges plus soutenus dans son quotidien et pas simplement par la thérapie. Sans vous couper, quand les gens dans ma communauté ont su que j'avais un problème de santé mentale, ça a été très dur, même très dur pour moi-même. Je me maïssais de moi, tu vois. Même je me suis tenu avec des anglophones qui ne me connaissaient pas. Et sincèrement, j'en profite d'ailleurs pour remercier Bell, Thème, ça a été un meilleur médicament. Ils ont rendu ça très cool d'avoir un problème de santé mentale. Sinon, c'était, on ne va pas lui parler. Moi, je n'osais pas me parler. Je dis, je perdais confiance en moi. Donc, cette manière
de me valoriser, c'est normal. Hein. Et c'est vraiment, je le remercie jamais Belle et qui même les autres vous disent, oh, moi aussi, je vais faire partie des gens qui osent faire. Sinon, on le cachait. Et dans ma communauté, même ma famille, ils cachent l'autre. Comment? Fait semblant. Je me suis caché aux autres. Je ne voulais plus être dans ma communauté parce que j'étais sali, j'étais rien, j'étais un malade mental. Là, tu parles de problèmes dont Régine a parlé aussi un peu avant, c'est-à-dire toute la question de la stigmatisation. Hein, exactement. Les préjugés qu'on a envers les personnes qui souffrent de, on va dire entre guillemets, maladie mentale, alors qu'il faut comprendre que ça fait partie du fait d'être un être humain. Mais ça part genre de l'objet. Tu vois, les gens, mentale, ce n'est pas plus... les gens qui ont des pouvoirs, qui rendent ça très beau, ils auraient pu dire c'est mauvais, comment? Ouais. Donc, cette manière, quand Belle a valorisé ça, et tout le gouvernement était derrière ça. Avant ça, c'était, on cachait ça, comment? Donc, cette manière d'en parler, de valoriser, de respecter les gens, d'être poli. Je suis un humoriste, je connais les blagues qu'on pouvait faire pour te mettre en valeur. Or, on peut faire d'autres blagues pour te valoriser, comment? Absolument. C'est la manière qu'on parle de ça, moi. Donc, on a toute la publicité qui a été. Je le dis par expérience. J'ai une visibilité que je n'ai pas eue en tant qu'humoriste avec les archives de Belle. Donc, comment réhumaniser les personnes en fait. Exactement. Réhumaniser. Je vais vous pointer vers une question qui est très importante. Au fait, je vais essayer de faire une synthèse un peu de tout ce que vous avez dit depuis le début, mais pour pointer l'importance finalement, Arlène et Régine, vous avez parlé de l'importance de comprendre le contexte, au fait. Lorsqu'on regarde une personne devant nous qui passe par un moment difficile dans sa vie, Michel a parlé de la stigmatisation, vous avez tous les trois parlé de l'opinion négative qu'on peut avoir, des préjugés, de comment on peut encore augmenter la détresse que cette personne ressent à cause du regard, de l'image qu'on a sur elle, et vous avez ramené l'importance de comprendre le contexte. Si cette personne-là souffre aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a eu un élément étrange extérieur qui est rentré en elle, c'est parce qu'elle a vécu des conditions historiques. Vous avez parlé de la colonisation, Arlène. Régine Michel, vous avez parlé des difficultés d'intégration, du racisme, de la stigmatisation, de la discrimination, du manque d'accès à l'emploi, de l'isolement, et que tout ça peut amener à des problématiques de santé mentale. Donc, comprendre le vécu. Régine, toute la question de la sensibilité culturelle et de la compétence culturelle venait justement là-dessus, à dire on doit comprendre les personnes dans leur contexte, on doit comprendre que ce sont des conditions qui ont amené à ça. Et puis, vous avez également parlé de l'importance, du coup, d'assurer que les personnes reçoivent l'aide, le soutien dont elles ont besoin. D'abord, qu'on arrête de stigmatiser, qu'on arrête de diminuer la personne parce qu'elle souffre d'un problème de santé mentale. Arlène et Régine, vous avez parlé de l'accès, la langue, la présence de quelqu'un qui puisse sensibiliser, former les professionnels de la santé, faire sortir les personnes de l'isolement, accéder finalement à des soins. Michel, vous avez parlé de l'importance de remettre l'argent et les ressources là où elles appartiennent, les organismes communautaires, les organismes qui travaillent auprès des communautés diversifiées et des communautés qui sont vulnérabilisées disent souvent qu'ils ne sont pas suffisamment soutenus, subventionnés, équipés. Donc, où est-ce que l'argent va? Où est-ce que les ressources vont? Et puis, en attendant, je pense que vous avez donné quand même beaucoup de conseils, hein, le YNCA fameux de Michel, le fait de prendre soin au quotidien, finalement, de soi-même, hein, de réserver ne serait-ce un petit 5 minutes par jour. Au fait, j'aimerais avant de présenter aux gens qui nous écoutent aujourd'hui les ressources multiculturelles en santé mentale, le centre de ressources multiculturelles en santé mentale, je vais vous montrer quelques acétates en partageant l'écran. Je resterai avec une image au fait qu'en vous écoutant, ça m'a fait dire que dans la vie, alors je ne sais pas comment on peut le faire, mais il faudrait travailler pour qu'on soit comme une rivière, pas comme un étang. C'est-à-dire que les choses ne restent pas, qu'elles ne s'encrassent pas à l'intérieur et faire cette couche épaisse là qui va par la suite nous faire souffrir, mais essayer de faire en sorte que les événements difficiles de la vie nous traversent. Hein? Mais pour qu'elles nous traversent, on a besoin de soutien social, hein? On a besoin de cette amitié, de ce soutien.
Donc, j'aimerais énormément vous remercier. Je pense qu'on vous aurait Merci parlé. à toi aussi. Merci, Gaïda. Ouais, t'es la meilleure. Ouais. Je vais partager l'écran pour les téléspectateurs, enfin les spectateurs, je ne sais pas comment on appelle ça. J'espère que Ouais, spectateur. je ne sais pas si vous voyez. Au fait, ce que j'aimerais prendre, c'est quelques minutes pour vous présenter le Centre des ressources multiculturelles en santé mentale. C'est un site web. Il y a plusieurs sites web au sujet des ressources en santé mentale, mais le centre a vraiment intégré et vraiment à l'intérieur d'un même site que vous pouvez visiter maintenant que nos vies sont virtuelles et qui donne à la fois au grand public comme aux professionnels toutes sortes de ressources. Donc, je vous montre tout simplement un exemple. Vous pouvez, par exemple, aller chercher comment est-ce que je peux obtenir de l'aide. Comment je peux obtenir de l'aide si moi ou si je suis inquiète pour une personne que je connais? Est-ce qu'il y a des informations dans ma propre langue? Donc, vous voyez ici qu'il y a toute une série d'informations multilingues. Donc, vous pouvez aller vraiment voir par langue, par sujet, avec 4 langues assez présentes quand même au pays, dans la ville, dans la province. Et puis, quelques sujets spécifiques. Je sais qu'il y a des spectateurs qui avaient posé des questions sur les personnes aînées, sur les jeunes. Regardez, vous avez plein de ressources sur la COVID spécifiquement. Et puis parfois, si vous êtes également membre du public ou professionnel, vous pouvez aller regarder les différents outils qui existent pour vous renseigner davantage ou encore pour aller chercher finalement une sorte d'amélioration au niveau de vos capacités ou de vos compétences d'intervention ou encore pour conseiller les autres. Donc vraiment, n'hésitez pas d'aller visiter. Il y a des ressources web importantes qui existent. Mais surtout, je dirais aujourd'hui, n'hésitez pas de bâtir, de communiquer, d'entrer en communication. On a beaucoup parlé de cette importance de sortir finalement de l'isolement. Je sais qu'il nous reste quelques petites minutes au fait. Je sais qu'il nous reste 3 minutes. Au fait, j'aimerais vous redonner la parole. Pendant peut-être 1 minute chacun, juste un mot de conclusion. Peut-être ça peut être 2-3 mots qui vous viennent à l'esprit et dans quelque chose qui vous a touché aujourd'hui ou un message que vous voulez envoyer aux personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai envie de dire, donnez-vous une chance. Il y a des ressources, il y a des moyens, donnez-vous une chance. Ne restez pas avec votre problème. Là, c'est sûr que vous n'allez pas y arriver tout seul, mais au moins en allant solliciter l'aide, il y a plus de chances, plus de possibilités de s'en sortir. Donc, donnez-vous une chance. Arlène? Je dirais oui, donnez-vous une chance et reconnaissez vos succès. Vous êtes encore là, vous êtes là. Oui, c'est pas toujours facile. Des fois, il y a des journées qu'on veut pas sortir du lit, par exemple, mais vous êtes toujours là. Donc, vous faites quelque chose de correct quelque part. C'est mettre la lumière sur les ressources internes, sur les forces. Et aussi, un message au gouvernement, s'il vous plaît, les ressources en santé mentale, c'est important. Et puis, on peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin les uns des autres. Et puis, ça prend des ressources. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Absolument, absolument. C'est pas un luxe du tout. Mais pas du tout. Michel? Mais vraiment, si je continue, c'est ce que Arlène disait, si les gens sont mieux, ils vont offrir mieux à la population. Si on laisse les ressources juste un peu de riches et détruire la population, ça sert à rien. Donner à tout le monde, aux plus petits, ils vont dire on est bien ici. OK, ça m'a parlé de moi, j'ai un problème de santé mentale, je le reconnais, l'une des choses, il faut le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui me fait du bien? J'ai essayé les thérapies, j'ai essayé les pilules, oui, j'ai essayé le OMC. Le meilleur médicament, parce que c'est au jour le jour, c'est ce que je prends en ce moment. Le meilleur médicament, ça a été vous autres. Être en gang, comme ça, tu vois. Quand je vais vous quitter, je le sais, je vais être en dépression, je vais chercher quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je serai avec vous autres. Donc, le même médicament, c'est la même chose. Soyez tous ensemble, tu vois. On prend nos agendas, Michel, et on se fixe une prochaine rencontre. Oui, qu'il y a plus de monde comme ça. Merci énormément à tout le monde.
Merci aux gens qui nous écoutent aussi aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne continuité, tous et toutes. Prenez soin de vous. Merci. Merci Gaïda, vraiment super, merci tout le monde.